Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire vers une mode textile plus responsable, mesurer et monétariser les impacts. Voilà, les instructions, c'est de désactiver vos caméras, couper vos micros et envoyer vos questions dans le chat. Et puis pour ceux qui ont besoin de diffuser cette information du webinaire, la session est enregistrée. Donc, tout d'abord, je vais faire une présentation rapide de Ramaterials et après, je vais présenter les différentes interventions. Entre-temps, il y aura un petit set de questions pour connaître le niveau de maturité des connaissances des personnes qui sont présentes, pour en tout cas, la prise de conscience qu'on peut avoir par rapport à une mode plus circulaire, plus responsable. Mais dans un premier temps, je vous présente Ramaterials pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un pôle de compétitivité. On est basé dans le nord de la France, à Tourcoing, et on est à la fois un lieu dans lequel on a des services qu'on propose pour les entreprises de transformation des matériaux. On a également un incubateur accélérateur. On est en lien avec une structure Clubtex, qui est un club d'entreprises de textile à usage technique. Et on a une dynamique de réseau avec d'autres structures, Team 2 qui est le pôle de compétitivité pour l'économie circulaire et le recyclage, ainsi que Plastium pour la plasturgie. Et on est sur le site appelé jusqu'à maintenant, mais maintenant il s'appelle Ramaterials CETI, qui est le Centre européen des textiles innovants, qui est une plateforme de développement de textiles innovants, l'UITH, donc l'Union des industries textiles, et l'IFTH, qui est le Centre technique industriel des textiles et de l'habillement. Donc nous, on travaille sur tout type de matériaux, donc les matériaux textiles, plastique, papier, carton, verre, pour la plupart de nos dossiers de développement d'innovation. Donc nos équipes de chargés d'affaires, dont je suis, ainsi que Bérangère qui est dans la salle, on s'occupe de la partie ingénierie, conseil pour l'innovation ou de l'industrialisation. Et pour cela, on cherche des financeurs, des investisseurs, des partenaires pour compléter un consortium. Mais on est également un cœur de réseau et nous avons l'illustration avec Amandine qui est responsable de networking de Ramaterials et qui s'occupe de toute la partie pratique aussi de ce webinaire. Et je te remercie, Amandine. Et puis, on a également des services de veille et d'intelligence économique pour accompagner les différents projets d'innovation, pour des études de marché, pour des veilles stratégiques au service de nos entreprises. Nos domaines d'action sont l'économie circulaire, des alternatives et substitutions à des matières, par exemple pétro-sourcées, et on est vers une transition énergétique et une décarbonation, notamment avec une usine 4.0 qui est à la fois économe en énergie, en eau, mais également moderne, digitalisée et robotisée. Donc ici, le contexte qui nous amène à ce webinaire, c'est quelles sont les actions qu'on doit pouvoir mener pour une meilleure éco-conception de ces produits et mesurer ces impacts dans notre filière. Alors, on a des contextes qui sont vraiment d'actualité, avec une ultra fast fashion qui est dans le viseur du législateur en France, mais encore depuis ce matin, on a reçu une nouvelle comme quoi il était aussi dans le viseur de l'action économique européenne, notamment en termes de droits de douane à payer sur ce type d'importation qui est assez conséquente sur l'échelle européenne. Et donc, il est vrai qu'en plus, nous avons une volonté stratégique à l'échelle européenne avec le Green Deal pour des textiles durables et circulaires, et également au niveau français depuis fin 2019 et avec son lancement en 2020, la loi anti-gaspillage et économie circulaire en France, avec ces différents leviers qui sont sur la manière de traiter les produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible, pour qu'ils soient recyclés, pour qu'ils soient partagés, qu'ils soient réparés, etc.
Et puis, on a également des éléments, des outils à mettre en œuvre pour pouvoir développer une meilleure durabilité de nos produits, puis surtout une meilleure analyse de leur impact environnemental, notamment avec le PEF, Apparel Footwear, qui est une évaluation des produits sur lesquels on a des éléments d'étude pour pouvoir le faire d'une manière objective et comparable suivant les différentes régions du monde, en tout cas d'Europe à minima. Donc à cet endroit-là, c'est justement à cet endroit qu'on va vous poser des questions. Donc la première, et c'est Amandine qui va lancer les éléments pour que vous puissiez répondre directement sur Internet. Quelle est l'évolution du nombre de pièces mises sur le marché entre 2019 et 2009 et 2019 pour les textiles, linge de maison, chaussures? Alors, c'est plus 21, plus 10, plus 60 ou plus 40%. Allez-y. Non. Je vais donner la réponse parce que je vois que pas mal de gens ont répondu, si j'ai bien vu. Ça commence. 21%. 22 réponses. Ah, bon, j'étais un peu vite, mais c'est pas grave. Alors, 21%, donc c'est une évolution de 2,3 milliards à 2,8 milliards de pièces en 10 ans sur le marché français. Sachant que la majorité des personnes ont répondu 60%. Alors, 60%, c'est peut-être sur une période un tout petit peu plus longue et peut-être sur un périmètre plus large aussi à l'échelle européenne. Parce qu'on a parlé d'effectivement à une époque entre les années 80 et maintenant, on a multiplié je crois que c'est plus par 10, donc c'est beaucoup plus que 60% d'ailleurs pour le coup. Donc une deuxième question, à l'échelle mondiale, quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre attribuées à l'industrie de la mode? 10%, 4%, 23%, 75%. Ah, je voudrais remercier effectivement Greenie Broadress. Je t'invite également peut-être à poser la question suivante, Laurine, si tu le souhaites, euh, pour, euh, pour cette série de questions qui a été proposée pour animer ce webinaire. Nous sommes à 17 réponses. Je vais devoir être un petit peu rapide puisque nous avons un timing à respecter. Alors, nous sommes à 17 réponses avec une majorité à 10%. Eh bien, c'était 4%. Cela équivaut aux émissions annuelles combinées de gaz à effet de serre de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ensemble. Laurine, Oui. alors, je te propose de poser la question suivante. Donc, quelle est la part de responsabilité en pourcentage de l'industrie textile relative à la pollution de l'eau dans le monde? On a 4 propositions, 80%, 45%, 30% et 20%. « 14 réponses. On était à 17 tout à l'heure. On a 16. Allez, je continue. Donc, on est à 20 réponses avec une majorité à 30%. On n'est pas loin. Donc, on est à 20%. Donc, l'industrie textile est responsable du coup de 20% de la pollution de l'eau mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça équivaut à une quantité suffisante pour étancher la soif de 110 millions de personnes pour une année entière. Donc, c'est incroyable. Quelle est la part des déchets textiles produits qui finissent dans les décharges brûlées chaque année? Là, c'est une question piège sur laquelle nous avons nos interlocuteurs suivants qui vont pouvoir nous éclairer aussi beaucoup avec Refashion sur la présentation suivante. Donc 21, 43, 85 ou 98. Pour l'instant, 17 réponses. On est plutôt sur du 43% par la majorité des participants. Eh bien non.
La gestion des déchets et l'économie circulaire sont devenus des enjeux majeurs puisque le volume total des déchets textiles a été multiplié par 8 en 1960. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la multiplication du nombre de vêtements en 40 ou 60 ans. Or, 15% de ce volume seulement est recyclé, 85% étant incinéré, enfoui ou en décharge. Il y aura une explication sur la manière dont on recalcule ces effets, ces éléments, puisque nous, au niveau français, on est des bons élèves, avec notamment la responsabilité élargie des producteurs avec l'éco-organisme Refashion. Voilà. Quelle est la part de la consommation mondiale de pesticides liée à la culture intensive du coton? 75%, 8%, 37% ou 25%. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai travaillé par déduction, mais parfois, même par déduction, on tombe complètement à côté. Donc, c'est parfois très surprenant, mais dis-moi, Amandine, s'il y a On attend beaucoup de un petit peu, réponses. mais là, on a 14 réponses et c'est assez mitigé. Ah oui, c'est... À 17. Ah, c'est le 41% qui se dégage. Et donc, Ah non, c'est 41%, pardon, c'est 37%, c'est 41% des participants. donc une réponse à 37. 25. C'est 25. Bon, de toute façon, il y avait une logique par rapport à ça. La culture intensive du coton, principale matière première de l'industrie textile, représente environ 25% de la consommation mondiale de pesticides et 10% des herbicides pour 2 à 3% des terres cultivées. Donc ça veut dire que même en proportion, en valeur absolue, c'est peut-être un quart, mais en proportion, c'est bien plus. Et dernière question. Quelle est la part en pourcentage de pollution plastique dans les océans liée au textile? 35, 45, 65, 85. Là, c'est un peu la loterie pour moi. Je me rappelle tout ce que j'ai répondu et je suis incapable de dire ce que je pourrais répondre là maintenant, mais j'attends les réponses et le résultat. Encore 3 petites secondes pour avoir à peu près le même taux de réponse partout. Parce que là, c'est dans mon timing, donc je vais me dépêcher. Ça se joue entre 35 et 45 avec une petite majorité pour 45. Allez, moi je dis 35. 35. Oui, mais de toute façon, c'est comme les 37 et 22, 25 de tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est pas très loin. Les microfibres synthétiques qui proviennent des vêtements polyester, nylon, représentent 35% de la pollution plastique dans les océans. Bon, je vous remercie pour toute cette participation. Rapidement, il y a sur ma présentation les appels à projets et concours qui peuvent soutenir vos démarches d'éco-conception. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que je veux rester dans les temps, mais les liens sont dessus et de toute façon, la présentation vous sera envoyée. Donc, il y a les appels de l'ADEME. Il y en a un en particulier qui a été lancé récemment et qui est vraiment adapté à l'éco-conception textile habillement. Donc, allez voir parce que vous avez plusieurs étapes possibles d'accompagnement pour développer des projets d'éco-conception textile. Et vous avez toujours le fonds Ormat qui a ce dispositif qui est encore jusqu'au fin 2024. Jusqu'au septembre 2024 sur le recyclage matière. Enfin, vous avez toujours les diagnostics BPI France qui vous sont proposés pour pouvoir accompagner une démarche d'éco-conception. Et puis, jusqu'au 12 juillet, là, c'est très, très court, mais vous pouvez participer au Trophée européen de la mode circulaire dans le cadre de la métropole européenne de Lille. C'est pour la France nationale, la Belgique et les Pays-Bas. Voilà, donc je arrive très vite au programme pour pouvoir ensuite laisser la parole aux 3 intervenants, que je remercie de venir participer à ce webinaire de Ramaterials. Donc, en premier lieu, il y aura Elena Boulevard de Refashion, qui est chef de projet éco-conception au sein de l'éco-organisme. Ensuite, vous aurez une introduction à la monétarisation des impacts et à la comptabilité des multi-capitaux
par Sandra Villefard qui présentera sa structure également. Et enfin, une fresque de la mode et autres solutions innovantes pour une industrie de la mode textile plus raisonnée par Laurine Lavande de Greeny Birdress. Et je laisse la parole à Elena Boulevard. Et j'enlève mon partage d'écran. Parfait. Merci Si beaucoup, vous avez Jeanne. Merci pour ta monté le partage. présentation. Ouais. Hop, super. Donc, Elena, je te Donc, laisse je vais pouvoir partager. Donc, je vais partager dans Teams. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Alors, pour l'instant, rien. Oui, c'est en cours. Ok. Désolée, ça prend un petit peu de temps. Parce que nous, on a les PDF en cas de dépannage, mais c'est moins aisé à C'est ça. Normalement, c'est en présenter. train d'arriver. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Très bien, parfait. Vous voyez bien mon écran? Oui, Parfait. Donc merci à nouveau, Jeanne, pour l'invitation et la présentation. Je m'appelle en effet Elena Boulevard, je suis chef de projet éco-conception chez Refashion et je vais vous présenter quelques-uns de nos outils pour vous accompagner en éco-conception. Donc déjà, un petit rappel de qu'est-ce que Refashion. Donc c'est un organisme privé qui a été créé en 2008 en réponse à la loi REP. Donc la loi REP, comme ça a été dit précédemment, c'est la responsabilité élargie du producteur. Et donc Refashion, on est spécialisé pour la partie textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc c'est un organisme à but non lucratif qui est agréé par à la fois le ministère de l'écologie et de l'économie. Et nous avons 30 associés qui sont répartis justement dans ces différents secteurs d'activité que sont le textile d'habillement, le linge et la chaussure. Il faut savoir également que Refashion est 100% financé par les marques, les distributeurs, les fabricants qu'on appelle metteurs en marché à travers des éco-contributions. Donc nous sommes ainsi en charge de la prévention et la gestion de la fin de vie de l'ensemble des produits qui sont mis en vente sur le marché français. Donc ça va passer par des opérations de prévention, mais également de réparation, de réemploi, de collecte, de tri, de réutilisation et de recyclage pour boucler la boucle. Concrètement, comment sont redistribuées les différentes éco-contributions? Donc en fait, ce qui va permettre de financer nos actions sur, par exemple, 100 € d'éco-contribution, donc c'est ce qui est payé par les marques à nouveau. On va avoir par exemple 3 € qui vont servir de soutien aux collectivités locales pour les aider dans leurs différentes démarches de communication et autres projets. On va avoir par exemple 5 € qui va permettre de financer des projets de recherche et développement. 12 € qui vont être dédiés au fonds réparation ou encore 20 € pour des éco-modulations dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc ça, c'est une version assez simplifiée pour que vous puissiez voir qu'en effet, en fait, ces différentes éco-contributions que payent les marques sont utiles à différentes actions que mène Refashion sur vraiment toutes les étapes du cycle de vie du produit, donc depuis sa création jusqu'à sa fin de vie. Et donc plus concrètement sur la partie vraiment amont d'un produit, donc sa production, là moi je vais vous parler plutôt d'éco-conception. Une de nos missions chez Refashion, ça va être d'accélérer l'éco-conception pour qu'elle soit efficace et réduire ainsi l'impact environnemental des produits mis sur le marché. Concrètement, quels outils on vous propose à vous, marques et fabricants? Donc tout d'abord un partage des connaissances, donc pour que vous puissiez vous enrichir sur les différents contenus qui existent, mais également pour développer vos stratégies d'éco-conception. Très précisément, on a une newsletter qu'on envoie à peu près tous les 2 mois, donc n'hésitez pas à vous inscrire, qui s'appelle la newsletter Ecodesign. On a également une plateforme Ecodesign qui est gratuite et accessible à tous. Et on a ce qu'on appelle les rendez-vous de l'éco-conception, qui sont des rendez-vous informatifs sous forme de webinaire ou présentiel. Et ensuite, en deuxième partie, je vais vous parler également plus précisément des éco-modulations, donc qui sont des financements pour récompenser les comportements vertueux des marques. On a 3 éco-modulations pour le moment qui sont liées à la durabilité, à la mise en place de labels environnementaux et également à l'intégration de matières recyclées dans vos produits. Donc plus précisément, si on parle un peu de ces outils, la newsletter concrètement, c'est une vraie source d'information qui vous permet ensuite de voir de manière très succincte les différents articles qu'on a mis en ligne récemment sur la plateforme, mais également la documentation à ne pas louper, les événements qui arrivent dans les semaines qui suivent la newsletter,
et des liens vers des replays de webinaires qui sont en lien avec la thématique de la newsletter. Donc vraiment, je vous renverrai les slides à tous les participants. Donc vous avez le lien pour vous inscrire à la newsletter et pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent se lancer en éco-conception ou même qui souhaitent juste confirmer leurs acquis et apprendre de nouvelles choses, c'est vraiment une vraie source d'inspiration. Ensuite, on a la plateforme EcoDesign, donc à nouveau qui est gratuite et ouverte à tous. Il suffit de se créer un compte avec son adresse mail, en mettant le nom de son poste pour qu'on puisse un peu savoir ce qui peut vous intéresser. Et on a plusieurs rubriques dans cette plateforme. Donc, tout d'abord, la partie agenda qui est toute nouvelle de cette année, qui vous permet justement de suivre nos différents événements, qui sont nos webinaires ou nos événements en présentiel. Vous pouvez aussi sur cette page retrouver les anciens événements qu'on a organisés et donc voir les replays. Et pour certains événements aussi, la nouveauté, c'est qu'on a mis en ligne des fiches mémo que vous pouvez télécharger pour avoir de manière succincte les différentes informations qui ont été développées durant ces webinaires. On a la partie éco-veille, donc c'est une partie où on recense l'ensemble des informations du secteur, de la filière, pour que vous puissiez enrichir de manière constante vos connaissances. Donc on peut avoir des rapports justement de l'ADEME, on peut avoir des études qui ont été menées par eFashion, mais également par d'autres organismes. Donc ça, c'est vraiment une information continue qui vient s'enrichir tous les jours et toutes les semaines. Ensuite, on a la partie anti-sèche où là, vous avez un focus sur des termes clés. Par exemple, qu'est-ce que la durabilité? Vous avez des définitions, des exemples, des mises en situation. Ensuite, on a la partie à vous de jouer. Donc là, ça va être des fiches pas à pas qui vont vous aider à vous accompagner dans la partie stratégique. Par exemple, comment embarquer et former vos collaborateurs. Et donc, ça vous dit, voilà, étape par étape, ce qu'il faut mettre en place. Et vous avez un suivi au niveau aussi de l'agenda. Donc, vous pouvez un peu suivre au niveau du timing ces différentes étapes. Et enfin, la partie ils l'ont fait, qui est la partie vraiment inspirationnelle. Donc là, on a interviewé différents metteurs en marché, donc différentes marques, sur des projets d'éco-conception qu'ils ont mis en place et qui nous parlent de manière très objective et transparente de leurs difficultés à mettre certaines choses en place, mais également de leur réussite et des différentes étapes qui leur ont permis d'arriver à la réalisation soit d'un produit éco-conçu, soit une stratégie matière très spécifique. Voilà, de manière très globale, vous avez un peu tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Ensuite, on a la partie rendez-vous de l'éco-conception. Donc là, c'est à la fois des rendez-vous en distanciel, donc nos webinaires, et la petite nouveauté de cette année, ça va être un événement annuel qui va avoir lieu à la fin de l'année. Donc surtout, restez connectés parce qu'on va vous en parler très bientôt. Donc c'est surtout les webinaires, c'est des interventions qu'on fait à peu près une fois par mois sur un thème spécifique. Par exemple, on a eu récemment un webinaire sur l'éco-conception de l'outerwear et là on a invité la marque Millet Mountain Group qui nous a parlé à la fois voilà de la complexité à mettre en place une démarche d'éco-conception dans les vêtements d'extérieur, puisqu'en fait, c'est des vêtements qui sont très techniques. Et en même temps, bah, voilà, des efforts qui ont été faits et du fait que même si on a des produits complexes, c'est toujours possible en fait d'éco-concevoir et on a différentes stratégies pour mettre en place. Et il faut choisir ce qui est le plus adapté à votre marque et à votre ligne directrice. On a eu également Chantal qui a parlé de l'industrie circulaire. Donc voilà, vous avez plusieurs replays que vous pouvez voir si c'est des sujets qui vous intéressent. Vous avez en dessous les liens vers notre newsletter à nouveau et surtout la page agenda. Vous pourrez voir justement ce nouvel événement qu'on organise qui s'appelle l'Eco-Design Class et qui aura lieu le 28 novembre. Donc c'est un rendez-vous en présentiel à Paris où on va aborder le thème de la recyclabilité des produits. C'est un événement à place limitée. Donc on vous conseille fortement, si ça vous intéresse, de vous préinscrire. On vous confirmera l'inscription début octobre. Et donc, c'est vraiment dédié au métier du produit. Donc, les designers, les stylistes, les modélistes, les responsables de produits, les acheteurs, etc. Donc ça, c'est pour la partie vraiment outils concrets. Et derrière, le financement, c'est aussi quelque chose qui participe au développement de l'éco-conception. Et donc, chez eFashion, on a mis en place des éco-modulations. Donc, c'est un outil qui permet de financer ce qu'on appelle des produits à moindre impact environnemental. Donc, on a défini 3 critères qui sont la durabilité, les labels environnementaux et l'incorporation de matières recyclées. Donc, c'est sous forme de montant en euros par pièce et c'est cumulable, c'est-à-dire qu'un produit
peut à la fois bénéficier d'une éco-modulation sur la durabilité et par exemple sur les labels environnementaux. Donc l'idée, c'est vraiment de booster la filière en leur proposant ces récompenses financières et de mettre en place d'ici 2028 des nouvelles éco-modulations. Et ça permettra d'avoir des leviers financiers qui prendront la forme à la fois pour l'instant de primes, mais également à l'avenir de pénalités. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les éco-modulations, on a mis un joli QR code très dynamique que vous pouvez scanner. Donc vous le retrouverez également dans la présentation que je vous enverrai. Et c'est assez simple, donc il faut créer un compte et derrière, vous avez à transmettre les différents justificatifs qui sont demandés pour pouvoir avoir accès à ces éco-modulations. Et pour finir, donc je pense que je vais rentrer dans le timing. Nous avons eu cette année, comme tous les ans, le challenge Innovation de Refashion. Mais plus spécifiquement cette année, voilà, on a ouvert la porte aussi au projet d'éco-conception. Donc en fait, le principe du challenge innovation, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un appel à projet recherche et développement qui accélère le développement circulaire de la filière en France et également en Europe. Donc il y a une double mission, accélérer l'éco-conception et le développement d'une industrie circulaire et également trouver et massifier des solutions innovantes optimisant le recyclage. Le financement, il peut aller jusqu'à 50% du projet et ça permet une augmentation de la visibilité et un meilleur accompagnement également. On a eu, depuis 2010, 60 projets qui ont été soutenus avec un montant de 5,7 millions d'euros. Donc on est super fiers de ces différents projets. Et il faut savoir qu'en recherche et développement, tout n'aboutit pas forcément. Mais on a eu un très bon taux de réussite. On a 75% des projets qui soient dans le cadre de la recherche et développement qui ont réussi, puisqu'en fait, de temps en temps, voilà, la recherche, ça n'aboutit pas forcément. Et donc là, dans les 75%, il y a à la fois eu des projets de recherche qui ont abouti et qui ont réussi, et à la fois des projets de développement qui ont avancé et qui sont vraiment en train d'être implémentés comme c'était prévu. Donc on est très content de ces résultats. Voilà, je pense que je suis arrivée à la fin. Oui, voilà, l'édition 2024 s'est terminée le 26 mai et on va bientôt pouvoir annoncer les lauréats. Voilà pour ma part. Si vous avez des questions au niveau des participants, n'hésitez pas à les poser dans les chats. Et du coup, je te laisse la main, Jeanne, pour la suite des interventions. Merci beaucoup et merci pour le timing. Donc, effectivement, pour les questions, je pense que si on veut rester dans le timing, il vaut mieux les garder pour la fin. Et de toute façon, les coordonnées des différents intervenants seront transmises si ça vous convient, évidemment. Si ici, il y a des questions plus spécifiques à poser pour chaque intervenant. Et donc maintenant, on va partir sur la partie, c'est quels outils. Donc il y a les outils de Refashion, mais il y a également d'autres outils qui sont proposés et mis à disposition pour limiter vos impacts. Et à cela, je vais introduire Sandra Villepart, qui est responsable, enfin qui est spécialiste de la RSE et de la mode, et sa structure Fashion That Care accompagne les entreprises dans leur transformation et la mise en pratique de pratiques durables et responsables. Voilà, j'ai bien dit les choses. Donc Sandra, je vous laisse la parole et je suis très contente d'entendre et de voir votre présentation. Voilà, et puis vous vous présentez aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Jeanne, pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, avant que je partage mon écran et qu'on rentre dans le vif du sujet, effectivement, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Fashion That Cares, qui accompagne depuis 2010 les entreprises du secteur de la mode sur leurs problématiques de développement durable. Donc, on intervient sur les sujets de RSE, d'achat responsable et d'impact carbone, à la fois sur un volet stratégique, c'est-à-dire accompagner les entreprises à définir quelle est la bonne stratégie et leur feuille de route, et on accompagne également de manière très opérationnelle sur ces différents sujets. Aujourd'hui, la vocation de l'entreprise, c'est d'amener de plus en plus d'acteurs du secteur de la mode à cranter leur démarche RSE. On a notamment participé à la première convention des entreprises pour le climat et c'est ce qu'on a écrit dans notre feuille de route à visée régénérative, accompagner les acteurs du secteur sur ce chemin de la régénération. Parallèlement à ça, c'est là où je vais en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis très active dans l'association Fashion Green Up que vous devez aussi, je pense, connaître.
qui a pas mal d'activités. Je suis notamment membre du CA de Paris et dans le cadre de de Fashion Green Hub, on a copiloté avec Frédéric Fournier de Yamana RSE un groupe de travail sur 2 ans qui s'intitule Mesurer la mode et on s'est attaché pendant ces 2 années à réfléchir avec le groupe de travail à comment on pouvait mesurer de manière simple et efficace les impacts de nos entreprises et comment on pouvait en rendre compte de manière simple et efficace. Donc on l'a fait d'abord sur un volet environnemental, il y avait déjà beaucoup de sujets à traiter et on est tout à fait conscient qu'il y a aussi une autre dimension qui est importante, qui est la dimension sociale. On a sorti déjà 2 livres blancs sur le sujet, donc je vous invite à lire sur le site de l'association, vous aurez tous les détails de ce qu'on a pu travailler. J'ai aussi travaillé avec un autre sous-groupe sur le sujet de la mesure des émissions de gaz à effet de serre et on a rédigé pour l'ADEME et Fashion Green Hub le guide sectoriel pour bien mesurer ces émissions de gaz à effet de serre dans le secteur. Donc vous le retrouverez là aussi sur le site de l'association et sur le site de l'ADEME. Et donc, je vais commencer à partager mon écran et en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cadre des réflexions qu'on a menées avec le groupe de travail, on a notamment réfléchi, en tout cas abordé la question de la monétarisation des impacts et de la comptabilité multicapitaux. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé extrêmement intéressant et que je trouvais important de partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce sujet de la comptabilité multicapitaux, finalement, de quoi est-ce qu'on parle ? La comptabilité multicapitaux, finalement, c'est... alors, j'essaye de faire défiler mon écran et je ne réussis pas. Voilà, c'est bon, pardon. La comptabilité multicapitaux, on parle parfois de comptabilité intégrée. C'est l'idée de se dire, finalement, on va aller au-delà de la simple analyse de la performance financière de l'entreprise, donc une mesure classique de sa performance, c'est-à-dire je regarde mon chiffre d'affaires, son évolution, la marge, les résultats, et on va aborder cette analyse de la performance de l'entreprise de manière beaucoup plus globale en intégrant d'autres dimensions qu'on va aussi aller mesurer. Donc c'est vraiment ça l'objectif de la comptabilité multicapitaux. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères de mesure de la valeur qu'une entreprise va créer ou détruire qu'on va pouvoir prendre en compte également dans notre analyse. Donc ça, c'est un sujet qui est assez récent, je veux dire, qui date de la fin des années 90. Ça a été développé suite au rapport Brundtland, finalement, où on a commencé à parler des 3 piliers du développement durable. Donc c'est là où est sortie la notion à la fin des années 90 de People, Planet and Profit. Donc c'était à l'origine vraiment axé sur ces 3 dimensions. Donc est-ce qu'on peut mesurer finalement l'impact, c'est-à-dire la valeur créée ou détruite par l'entreprise sur les hommes, sur la planète et d'un point de vue économique. Et puis progressivement, je dirais, au fur et à mesure que les méthodologies se sont développées, que de nouvelles méthodologies sont apparues sur le sujet, elles ont commencé à intégrer également d'autres facteurs de valeur créée et ou détruite par les entreprises, donc en intégrant des dimensions autour, donc au-delà du capital naturel et humain, les dimensions aussi autour du capital manufacturier et productif, des notions aussi autour du capital immatériel et intellectuel des entreprises. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif de cette comptabilité, aller au-delà de la simple analyse de la performance purement financière de l'entreprise et aborder finalement cette analyse de la performance de manière beaucoup plus globale au niveau de l'entreprise. Alors, la comptabilité multicapitaux, elle va vraiment chercher à aller mesurer les externalités de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont ces externalités à la fois positives, mais également négatives. Et donc, par rapport à ça, en gros, les questions qu'on va être amené à se poser, c'est de se dire, voilà, mon organisation, j'ai conscience qu'elle a un certain nombre d'impacts, donc positifs et négatifs, et je vais regarder quels sont les changements qui résultent de l'activité de mon entreprise. Quand j'ai connaissance de ces changements, je vais me poser la question de savoir comment ces changements vont pouvoir affecter la société. Et dans un dernier temps, la comptabilité multicapitaux amène les entreprises à réfléchir sur la valorisation de ces impacts.
c'est-à-dire finalement, quels seraient les coûts des dommages créés par les impacts générés par mon entreprise. Donc les coûts de dommages, ça pourrait être, je sais pas moi, au niveau de l'entreprise, des gens qui sont absents parce qu'il y a eu des accidents du travail, donc ça c'est un coût pour l'entreprise. Ça peut être aussi regarder les coûts d'investissement nécessaires à mener pour éviter ces impacts. Donc typiquement, si on imagine une entreprise dans un pays éloigné qui pourrait polluer les rivières en rejetant des eaux usagées pas propres avec des produits chimiques toxiques, ça pourrait être mettre en place, investir dans des outils, des systèmes qui permettent de retraiter les eaux usagées et d'éviter ces rejets. Et puis, ça peut être aussi la question autour du prix à payer finalement s'il n'y a pas de solution pour vivre avec cet impact. Donc là, pour vous donner un exemple, on parle souvent du changement climatique, mais bon, on peut se poser des questions sur plein d'autres sujets. Sur ce changement climatique, on va se dire comment ça peut affecter la société. Typiquement, ça peut avoir des impacts sur la santé humaine. On peut avoir aussi des impacts sur les infrastructures qui vont être abîmées. Ça peut avoir des impacts sur les récoltes. Donc voilà, c'est des types d'impacts qu'on peut avoir avec le changement climatique. Et du coup, dans cette optique de valorisation de ces impacts, on va se dire finalement quels sont les coûts sociaux, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre, quels sont les investissements nécessaires pour limiter, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre de mon usine, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ça l'approche autour de la comptabilité multicapitaux. Alors, je vous le disais, c'est une approche qui date de la fin des années 90. Il n'y a pas aujourd'hui de standard sur le sujet, mais il y a quand même vraiment une volonté à terme d'aboutir à un alignement des méthodologies. Donc, il y a plusieurs méthodologies, plusieurs approches pour analyser tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aboutir à une normalisation à terme. Ce qu'il faut retenir, et je vous présente les choses vraiment de manière très simplifiée aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tant de temps pour en parler, mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes approches. La première approche, ça va être l'approche compte de résultat. Comme dans une optique financière, on va se dire, alors je synthétise, et c'est vrai qu'un comptable serait un peu surpris de ma simplification des choses, mais en gros, on va se dire, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. À la fin de l'année, je regarde le delta. Est-ce que j'ai créé de la valeur ou est-ce que j'ai détruit de la valeur environnementale et ou sociale? En gros, c'est ça sur l'approche compte de résultat. Et il y a une autre approche qui est plutôt une approche bilan et compte de résultat, c'est-à-dire qu'au-delà du compte de résultat, comme dans un bilan financier, on va avoir des éléments qu'on va inscrire à l'actif et au passif environnemental et social de notre entreprise et on va voir apparaître une notion aussi de dette environnementale et ou sociale au niveau de l'entreprise. Alors, je vais vous donner quelques exemples de méthodologie autour de ça. Sur l'approche compte de résultat, il y a l'approche par les coûts. Donc là, très simplement, en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va regarder ces impacts, on va les rapprocher de valeurs monétaires, c'est-à-dire qu'on estime, par exemple, là, sur l'utilisation des ressources naturelles que ça a tel coût. Et donc, on va valoriser, on va chiffrer ces coûts d'externalité. Alors, un exemple de méthodologie que vous devez connaître par rapport à ça, c'est la méthodologie ePNL qui a été largement développée par Kering. Voilà, donc le compte de résultat environnemental. Je vous montre ce que ça peut donner en termes de résultats. Donc Kering, quand ils travaillent sur ce sujet-là, eux ont décidé d'adresser, en tout cas de se questionner sur 6 impacts, la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc c'est ce que vous retrouvez ici, sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et du coup, en travaillant cette mesure et en monétarisant leurs impacts, ils sont capables de dire où se situent leurs impacts environnementaux sur leur chaîne de valeur et quelle est l'ampleur de ces impacts environnementaux. Donc l'ampleur étant représentée ici par la taille des ronds. Donc ça, c'est la méthode de l'ePNL. Une autre méthode qui a été développée aussi sur l'approche... Alors, je dirais que la méthode ePNL est très intéressante. Elle a quand même une limite, c'est qu'on n'aborde que le sujet sous l'angle environnemental. Et on le sait bien, dans notre secteur d'activité, le social est aussi très important. Une autre approche, c'est l'approche dans la lignée, qui est l'approche du netting. Là, en gros, pour simplifier, c'est de se dire, je vais analyser tout ce que je fais, tout ce que je crée comme valeur. J'analyse tout ce que je détruis en termes de valeur. Valeur créée moins valeur détruite, ça me donne un résultat. Il est soit positif, soit négatif. Et donc, à la fin de l'année, je sais si mon bilan est positif ou négatif.
Je dirais le souci, à mon sens, et ça c'est mon interprétation personnelle sur le sujet, c'est que là, en fait, dans l'approche du netting, on va mélanger différents sujets. C'est-à-dire que, par exemple, on va aller regarder la valeur créée, c'est ce que je vous mets dans l'exemple ici, autour de la situation du handicap, qu'on va comparer et on va on va en déduire la valeur détruite, par exemple, par des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, quelque part, pour moi, on va mélanger des sujets qui n'ont aucun rapport. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, on considère que du plus apporté au niveau de la situation du handicap compense ou pas des émissions de gaz à effet de serre. Bon, chacun se fait son avis sur le sujet. Moi, je pense que non. Je pense que là, c'est deux sujets différents et qu'on ne peut pas dire que voilà, l'un va compenser l'autre. Il y a deux types d'impact. Il faut les regarder différemment et séparément. Donc voilà, typiquement dans les exemples, il y a le Sustainable Profit and Loss Account qui est un bon exemple aussi de ce type d'approche. Sur la vision bilan et compte de résultats, première approche, c'est l'approche intégrée. Et ça, c'est une approche qu'on a trouvée vraiment très intéressante au niveau du groupe de travail, où là, en gros, sur chacun des sujets qu'on va identifier au niveau de l'entreprise, on aura un bilan et un compte de résultats dédié. Et donc, tous les ans, on va aller regarder ce bilan et ce compte de résultats. Donc, on va avoir des budgets, finalement, qu'on va allouer à un certain nombre de sujets. Donc, je sais pas, moi, ça va être un budget eau, un budget, par exemple, on parlait du handicap. Ça peut être un budget formation. Donc, ça, c'est à définir au niveau de l'entreprise. Et donc, il va y avoir chaque année une analyse de comment on se comporte sur le sujet. Donc, un bon exemple de méthode autour de ça, c'est la méthode LIFT qui a été développée par la chaire Audencia de Nantes. Alors, ce qui est vraiment, moi, je trouve très intéressant avec cette approche, c'est qu'il s'appuie sur le donut de Kate Raworth. Le donut, je pense que tout le monde le connaît. Le donut, c'est l'idée qu'il y a quelque part un plancher social, des fondamentaux au niveau social à avoir au niveau de la société, et qu'il y a aussi un plafond environnemental, c'est-à-dire les fameuses limites planétaires qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, l'idée, l'objectif, c'est dans la partie vert clair ici, de pas dépasser ces limites planétaires, d'être à minima sur ce plancher social pour être dans un espace à la fois sûr et juste pour l'humanité. Donc, la méthodologie LIFT, qui a été développée par Audencia, s'appuie vraiment là-dessus, sur le donut. Et l'idée, c'est que voilà, chaque année, l'entreprise va calculer un budget qu'elle va allouer à des limites ou à des fondations, qu'elle va affecter à son bilan. Donc, il y aura à l'actif des limites, donc des stocks, par exemple sur le sujet de l'environnement. Et au passif, elle aura toute la partie fondation, donc le plancher social, donc quelque part une dette. Et donc, elle va regarder ça annuellement et elle va intégrer du coup cette notion d'endettement si le budget il est dépassé ou s'il n'est pas atteint par l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, je trouve, en termes d'approche. Et puis, dernière approche dans la lignée de celle que je viens de vous présenter, c'est une autre approche intégrée qui va là beaucoup plus loin. Donc, c'est par exemple la méthode CARE qui développe cette idée-là. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment de l'intégrer totalement dans les états financiers. Donc, l'idée, c'est de mettre au même niveau le volet financier, humain et environnemental, puisqu'on va intégrer ces calculs dont je viens de vous parler juste avant dans les états financiers. Donc, dans les états financiers, finalement, vous allez avoir ces trois niveaux qui vont apparaître. Et du coup, apparaît aussi pour l'entreprise la notion de solvabilité, non seulement financière, mais aussi de solvabilité sociale et environnementale. Et quelque part, ça introduit aussi la notion de dette de l'entreprise vis-à-vis de la nature et de l'humain. Donc ça, c'est vraiment aussi un sujet qui est, en tout cas une approche qui est vraiment très intéressante et qui va aussi introduire la notion d'amortissement. L'idée finalement que derrière, il y a l'intégration d'entités naturelles et humaines finalement qui sont dégradées par l'organisation. Donc on intègre ça au passif et du bilan de l'entreprise en vue de les préserver par l'amortissement, le mécanisme de l'amortissement. Donc voilà, j'ai synthétisé très rapidement tout ça, mais en gros, compte de résultats ou bilan et compte de résultats avec plusieurs méthodologies qui vous ont été présentées.
En gros, à retenir aussi, c'est que selon les méthodologies, il y a des options avec ou sans monétarisation. Donc, typiquement, Lift dont je vous ai parlé, vous pouvez comptabiliser les éléments en valeur, en flux physique, et vous pouvez aussi intégrer la notion de monétarisation en ralliant ça à des facteurs monétaires. Alors voilà, sur tous les sujets, je le disais, il y a, ils essayent de travailler dans le même sens pour arriver à une harmonisation des approches à terme. Il faut quand même savoir que sur les différents types de capitaux, il n'y a pas les mêmes degrés de maturité non plus. Typiquement, sur l'environnement, c'est un sujet qui est plutôt mieux maîtrisé et plus facile à comptabiliser, monétariser aujourd'hui. Bon, même si on peut se dire que sur la biodiversité, effectivement, c'est plus complexe que sur le carbone. Et pour le coup, sur le sujet social, on est un peu moins avancé. Il y a quand même des grosses questions qui se posent sur comment, finalement, on peut comptabiliser et mesurer de manière financière les impacts sur le volet humain. Voilà. Mais en tout cas, tout ça avance dans le même sens et c'est très intéressant. Ça, c'était pour une première dimension. Là, on l'a vu dans une version vraiment très macro, organisation. Ce qu'on a aussi trouvé très intéressant avec Frédéric, qui travaillait avec moi sur ce groupe de travail, c'est qu'il y a d'autres approches qui l'ont abordé de manière plutôt micro. En l'occurrence, True Price et Impact Institute ont travaillé cette idée de la monétarisation des impacts à des niveaux plus fins, c'est-à-dire soit sur les balles de coton qu'on va acheter ou les graines de coton qu'on va acheter, ou des produits qu'on va fabriquer. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, finalement, quel est le vrai prix de revient d'un produit qu'on met sur le marché? Parce que finalement, on calcule de manière assez classique un prix de revient d'un produit, mais quelque part, il y a quand même des externalités liées au produit, externalités sociales et environnementales, et ces externalités, elles existent et quelqu'un les paye à un moment donné et on ne le retrouve pas dans le prix de revient des produits. Donc là, je vous ai mis, et je vais conclure après là-dessus, très rapidement, quelques exemples. Ils l'ont fait sur le cadre des graines de coton. Ça c'est le prix d'achat au kilo des graines de coton, ça serait 55 centimes d'euros. Si on intègre les externalités sociales et environnementales, on voit qu'on augmente le prix d'achat, il faudrait l'augmenter de 3,65 €. Même exercice qui a été mené sur toute la chaîne d'approvisionnement d'un t-shirt, étape par étape. On voit bien là, finalement, les coûts financiers qu'il faudrait rajouter sur les impacts, les externalités environnementales et sociales. Et on a abouti à un produit fini. Là, par exemple, sur un t-shirt qui est vendu, allez, on va dire en moyenne 15 €, si on intégrait le coût de ces externalités sociales et environnementales, il faudrait le vendre entre 22 et 23 €. Même exercice qui a été mené par ABN AMRO, une banque néerlandaise, via la méthode Impact Institute. Là, eux ont calculé sur toute la chaîne de valeur le surcoût qu'il faudrait rajouter à un jean qu'on achète classiquement. Et bien là, le surcoût, ça serait 33 € supplémentaires si on devait intégrer toute cette dimension. Voilà, donc je l'ai fait de manière très simple et très raccourcie, mais vous voyez bien toutes les potentialités qu'il peut y avoir derrière au niveau de l'intégration de ces dimensions en ce qui concerne l'entreprise. Je voulais juste conclure sur un peu les retours d'expérience qu'on a eu sur le sujet. On a PwC qui est venu nous partager les retours d'expérience d'entreprises qu'ils accompagnent. On a aussi Tape à l'œil qui est venu nous parler de son expérience. En gros, ce qu'on a retenu, c'est un gros intérêt pour les entreprises, c'est que dès qu'on commence à monétariser des éléments et qu'on parle avec ces parties prenantes, notamment des dirigeants, des actionnaires, des banquiers, dès qu'on parle en valeur financière, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus facilement compréhensible pour eux. Donc ça permet de beaucoup plus engager les discussions avec ce type de parties prenantes. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut comparer différents types d'externalités. Si on prend le carbone et l'eau, c'est pas les mêmes, éléments de mesure. Mais là, si on met tout à un même niveau, puisqu'on ne parle qu'en euros, on peut les comparer et c'est plus facile derrière pour l'entreprise de prendre des décisions et de piloter son activité. Et puis, dans les gros retours d'expérience qu'on a eu aussi, ça permet d'anticiper les risques. Par contre, quand même, les difficultés pour mettre en place ces méthodes et puis peut-être les freins ou les limites à ces méthodes, je dirais qu'il y a bien sûr l'histoire de la collecte de la donnée, mais bon, ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Comment je collecte la donnée? Où est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est de qualité? C'est aussi se poser la question des modèles de monétarisation. Ça, je vous le disais, tout le monde n'est pas sur les mêmes bases, donc laquelle on prend, qu'est-ce qui est le plus pertinent?
Aussi la question de l'arbitrage entre différents impacts, c'est souvent compliqué de tout faire d'un coup, donc sur quoi on travaille en priorité. Et puis il y a aussi la notion de temporalité. Finalement, c'est de se dire qu'il y a un principe d'équité intra- et intergénérationnel. On travaille sur des actions aujourd'hui, mais sur des choses qui auront des impacts peut-être demain. Donc comment ça aussi on l'intègre dans la réflexion et comment on prend les bonnes décisions par rapport à ça. Voilà, donc j'ai été un petit peu longue peut-être, mais voilà, j'essaie d'être le plus synthétique possible sur le sujet. S'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre maintenant ou plus tard. Vous avez, Oui, je pense que enfin voilà. Vous pouvez avoir nos effectivement, coordonnées. c'est passionnant et ça ouvre à des perspectives d'études plutôt illimitées parce qu'effectivement, c'est comme pour l'empreinte carbone et le PEF qui est en étude et en analyse depuis quelques années. Bon, je pense que si vous n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat et sinon bon, il y aura une discussion effectivement en fin de session pour pouvoir laisser la parole à Laurine et puis on avait pris quelques minutes de retard, notamment pour parler des outils qu'elle propose dans le cadre de Greenie Bird Dress, notamment une fresque de la mode et qui propose voilà une méthodologie participative de développement de l'éco-conception au sein des entreprises, de la filière habillement. Je te laisse la parole, Laurine, je te laisse te présenter et présenter les éléments. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien du coup mon écran? Oui, oui, on voit ton écran, oui. Super, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Laurine. Je travaille donc pour le cabinet Greenie Bird Dress. Je suis chargée de projet et chargée aussi de sourcing. Je travaille avec Caroline Legendre qui a donc créé le cabinet en 2017. Elle est donc la fondatrice. Elle est chargée de projet également et conférencière. Donc, Greenie Bird Dress, c'est un cabinet de conseil en stratégie RSE textile et sourcing matière. Nous, notre spécialisation, c'est vraiment les matières textiles et à faible impact. On a aussi la certification et label, les innovations produits et aussi l'économie circulaire et la traçabilité dans le textile. On a différents clients qui sont par exemple Decathlon, Eurocima, Rouge-Gorge et bien d'autres. Pour vous donner un petit peu une idée des prestations qu'on a déjà pu faire, on a déjà fait du sourcing par exemple pour des alternatives au cuir pour la tige de chaussures. On a aussi fait du sourcing pour des matières du coup innovantes et à faible impact pour la lingerie, le balnéaire et le pyjama. Et on a aussi d'autres prestations comme un audit RSE dans le but de faire une stratégie RSE matière, de l'analyse de cycle de vie produit, la mise en place d'une certification par exemple au Ecotex. Donc, on a trois grandes activités chez Greenie. C'est dans un premier temps l'accompagnement. Donc, comme je vous l'ai un peu présenté avec différentes missions qu'on a pu faire, on en a une vraiment qui est plutôt liée à la stratégie. Donc, par exemple, aider les marques de mode dans leur stratégie de traçabilité, de mettre en place, par exemple, une certification ou un label textile, de les aider, par exemple, à créer une roadmap matière ou une stratégie RSE matière ou d'innovation produit. Ensuite, on a une autre activité dans l'accompagnement qui est le sourcing. Là, du coup, on attend des marques qui ont déjà une stratégie de RSE matière ou d'innovation pour pouvoir faire cette prestation. Elle est un peu plus opérationnelle et pour ça, on a besoin d'avoir déjà un brief assez clair de la marque pour pouvoir faire du coup des propositions de matières à faible impact et ou innovantes. Et parfois, il y en a qui sont intéressés aussi par de nouveaux procédés de teinture moins impactants. On a une deuxième activité qui est donc la solution Gaia. Donc, c'est une solution SaaS qui permet en fait de se mettre en conformité liée à la loi AGEC.
pour finir, on a une activité qui est donc la formation, qui a 3 formats. On a le premier format qui est la conférence. Donc, on propose un format assez court de 1 heure, 1 heure et demie sur une thématique liée à l'économie circulaire en lien avec le textile. On a la possibilité aussi de faire un workshop en textile innovant. Donc, on fait un stand avec justement tous les échantillons qu'on a pu récolter dans nos sourcings ou dans nos benchmarks avec des matières qui sont innovantes et à faible impact. Et lors de cet atelier-là, on peut aussi faire un atelier justement pour que la marque elle puisse travailler sur des projets innovants à mettre en place à la suite de l'atelier. Et enfin, on a créé récemment du coup la fresque de l'éco-conception textile et c'est ce sur quoi la présentation va se baser. Donc pour cet atelier-là, on l'a co-créé avec BlueQuest, c'est un cabinet qui existe depuis plus de 15 ans. Eux, ils sont plutôt généralistes sur la stratégie RSE. Nous, on est vraiment plutôt sur la stratégie RSE matière. Eux sont vraiment sur une stratégie RSE plus globale. Ils sont aussi spécialisés dans les achats et communication responsables. Donc, on a trouvé du coup une complémentarité avec eux, leur vision un peu plus globale et nous un petit peu plus spécialistes dans les matières et textiles. Donc, eux, ils ont comme type de clients des entreprises type linge de maison comme Home Heritage, comme des entreprises liées à la lingerie avec Wolf Lingerie, Chantel ou textile avec Arthur. Donc, on a fait un peu un constat, c'est qu'en fait, les services dans une entreprise, ils se sentent pas forcément tous concernés dans les travaux d'éco-conception. Souvent, il y a un responsable du coup RSE qui gère un peu la partie RSE, mais en fait, tous les services sont concernés et tout le monde a sa part pour se mettre en place et pour réussir du coup les actions d'éco-conception, pardon. On s'est rendu compte aussi que les services entre eux ne se parlaient pas forcément et chacun travaillait un petit peu de son côté et donc il manquait parfois de KPI communs. Donc c'est pourquoi on a voulu créer donc cet atelier dans le but en fait de travailler en équipe. Donc tous les postes sont concernés et donc tout le monde peut participer à cet atelier. L'atelier c'est aussi vraiment spécialisé dans le textile. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'atelier ou d'offres vraiment spécifiques au textile. Donc, ça s'adresse du coup au secteur du prêt-à-porter, au linge de maison et à la chaussure. Donc là, il y a un enjeu qui est majeur, c'est en fait de faire prendre conscience aux équipes du coup des leviers d'éco-conception. C'est pourquoi nous, on a créé cet atelier sous forme un peu ludique. On s'est associé à l'entreprise qui s'appelle Feedback. Feedback, c'est une entreprise qui est de la gamification. Donc, en fait, nous, on a la théorie. Ils nous ont aidés, en fait, à le faire sous forme de jeu. On a pu avoir aussi une aide financière de la BPI pour réaliser ce jeu-là. Donc, je pense que vous connaissez déjà un peu le format de la fresque. Donc, on a utilisé ce format-là. Aussi, dans cette fresque, on propose des actions, des solutions d'éco-conception. Et ces actions-là s'adressent du coup à tous les services, pas seulement à un seul. Et l'idée vraiment, c'est que tout le monde puisse échanger autour de ce sujet stratégique. Donc là, vous pouvez voir en fait une overview à la fin de l'atelier. Donc ça se représente, ça va se présenter comme ça. Il y a à peu près 60 cartes au total. Donc ce qu'on propose, c'est que on passe donc d'une chaîne de valeurs qui est plutôt linéaire, on la passe du coup en circulaire. De là, on va identifier les différents impacts. Des différents impacts, on a différentes solutions. Donc, le format, c'est qu'on a une journée complète sur la fresque et une demi-journée qui est vraiment basée sur le cas donc, de l'entreprise, donc trouver des actions concrètes pour que l'entreprise puisse se mettre en action. Donc aussi, comme je le redis, c'est sous forme d'une fresque. On s'est basé sur la norme ISO 14062 qui est la norme de l'éco-conception pour vraiment avoir les différentes étapes de l'éco-conception.
Et on s'est aussi aidé donc de la route de Brézé pour les différentes solutions possibles. Donc ça, c'est vraiment pour la journée complète de la fresque. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a une demi-journée qui est vraiment basée sur la mise en action. Donc, des 29 cartes actions possibles de l'éco-conception. À vous, maintenant, entre guillemets, de jouer dans cette demi-journée, c'est de trouver des actions propres à l'entreprise. Donc là, je vais vous présenter quelques cas concrets pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, quand on choisit de mettre en place une action d'éco-conception pour la marque, ce n'est pas juste cette action-là qui est mise en place, mais du coup bien un lien entre les différents services et du coup des actions qui sont mises aussi tout au long du cycle de vie. Donc, vous devez connaître du coup la marque Ispac qui propose du coup une garantie. Donc, elle propose une garantie sur ses produits basiques, une garantie de 30 ans. Donc, quand on parle souvent de garantie, il y a forcément des conditions derrière. Donc, eux, ils ont donné comme première condition, c'est que les 2 premières années, c'est une garantie qui est illimitée sur tous les défauts, dommages, même ceux qui sont liés à l'usure. Sauf forcément en cas d'abus vraiment par rapport aux dommages. Et après, de 3 à 30 ans, ils ont une garantie qui est du coup limitée. Et donc là, ça sera vraiment selon les défauts de fabrication ou de composants. Donc, par exemple, si ça sera sur les boucles, sur les fermetures, sur la décoloration du tissu, mais vraiment lié à un défaut et non pas à l'usure. Sur par exemple le revêtement ou les coutures. Et ça ne couvrira plus, donc pendant ces 3 à 30 ans, les défauts donc, liés à une mauvaise utilisation du produit ou du coup à l'usure. Pour les produits qui sont tendance, ils proposent aussi une garantie, mais là, de 2 ans. Donc, on a dans nos 29 cartes d'action de solutions d'éco-conception, on a la carte garantie supérieure. Donc là, vraiment, c'est du coup l'action que la marque a choisi de mettre en place. Mais derrière, il y a plusieurs actions pour mener à bien ce projet qu'on imagine derrière. Donc, on a une première action qui est liée entre le service qualité, le service achat et le service style, où ils vont du coup tracer la chaîne pour nominer chacun de ces composants. Le but, c'est de pouvoir analyser, de savoir en fait si la couleur va bien résister dans le temps, quels sont les composants qui vont du coup se casser rapidement, et donc de pouvoir travailler aussi avec les fournisseurs sur l'usure des produits et proposer un produit donc complet avec des composants qualitatifs. Ensuite, on a la partie communication qui va communiquer justement parce que, comme on l'a dit, à partir de 3 à 30 ans, il y a des conditions qui sont du coup plutôt de pouvoir réparer suite à des défauts de fabrication ou de composants, mais pas liés à l'usure. Donc, comment le client peut prendre soin de son produit pour qu'il puisse rester, qu'il puisse être plutôt durable. Donc, il y a toute une action de sensibilisation aussi à l'entretien. Vous pouvez aussi voir sur le site, ils ont créé limite un peu un guide avec les différents conseils pour prendre soin de son sac. Ensuite, il y a aussi le service après-vente qui fait partie aussi du coup du process, c'est-à-dire que maintenant, on a du coup des retours qui doivent être quantifiés, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir le faire remonter ces retours-là. Et en fait, souvent, les caisses ne sont pas habilitées à ce qu'on puisse donner des informations. L'idée là, c'est de récolter un maximum d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé avec le produit pour pouvoir améliorer derrière le produit. Et donc, il faut collecter ces causes de fin de vie. On a encore le service qualité qui va donc du coup pouvoir récolter ces causes de fin de vie et pouvoir continuer à améliorer ces produits et revenir du coup sur la boucle initiale. On a aussi du coup la logistique qui doit faire partie du système parce que maintenant on est dans un système de reverse logistique. On connaît bien la logistique de l'entrepôt vers le magasin ou vers les clients. Là du coup c'est un peu l'inverse. On a du coup le client qui va renvoyer son produit vers l'entrepôt ou l'atelier pour faire les réparations.
Et donc, on est sur un nouveau système économique qui est donc la réparabilité du coup des produits. Pour vous donner un autre exemple, ici, on est sur du coup la location. Donc, ici, une marque qui s'appelle Mujin. Donc, on a donc dans nos cartes actions, on a le nouveau système économique avec la location dedans. Donc, Mujin, eux, comment ils fonctionnent? Ils proposent donc forcément d'acheter un jean neuf, mais aussi la location. Donc, on peut louer son jean sur une année. Et après, à la fin de cette location-là, on a le choix soit de l'acheter et donc de le garder, soit de continuer la location, ou alors si le jean est usé, on peut le recycler. Donc pareil, pour vous montrer que du coup, il y a une première étape toujours avec le service qualité, achat et style, où du coup, ils vont travailler ensemble pour pareil, il faut une connaissance en fait des différents fournisseurs et donc des différents composants. Le style qui va proposer du coup un design qui va être minimaliste et intemporel pour que du coup le produit puisse être utilisé par plus de personnes et plaire à plus de personnes et dans le temps. Et après, on a le service achat qui va devoir sourcer des composants qui vont permettre d'être recyclables recyclés pour justement qu'on puisse le recycler par la suite. Ensuite, la partie style va aussi simplifier sa composition parce que, du coup, on l'a dit, il va y avoir du coup une action de recyclage en fin de vie et donc il va falloir penser du coup aux composants qui sont durs. Là, par exemple, la marque, elle a enlevé donc l'étiquette qui est souvent dans le dos du jean, qui est souvent en cuir. Là, ils l'ont fait plutôt imprimer pour déjà limiter cette partie-là. Ensuite, les achats, eux, vont devoir sourcer aussi des fournisseurs ou travailler avec des fournisseurs qui proposent des équipements éco-efficients. Donc là, par exemple, ils ont travaillé avec des moulins à tissu qui s'approvisionnent, par exemple, en énergie solaire. Ils ont fait le choix, par exemple, de lavage ou de délavage qui sont plus écologiques. On a aussi une partie qui est du coup la logistique avec la réparation. Donc, comme on a pu le voir dans l'exemple du coup précédent, il propose aussi un système de réparation où la marque, elle prend aussi en charge 50% de la réparation, donc du prix. Donc, on est aussi dans un système de reverse logistique. Et enfin, du coup, ici, on a le système de boucle fermée, boucle ouverte. Ici, ils vont recycler tous les jeans qui sont en coton avec au moins 96% de coton. Ils peuvent le recycler pour en refaire un jean. Donc là, l'idée, c'est vraiment que pour la marque, elle doit avoir une connaissance des filières de fin de vie pour pouvoir avoir des partenariats et proposer donc forcément ce système-là. Et on reste toujours sur une démarche d'amélioration continue, donc de comprendre du coup ce qui n'a pas été, pourquoi il y a eu de l'usure et ce sur quoi ça a été pour toujours améliorer son produit. Et donc, on a enfin toujours un nouveau système économique qui est la location et la réparation. Et donc là, on a aussi la partie un peu codir, stratégie et communication qui doivent travailler là-dessus. Donc, pour conclure, donc comme je vous l'ai dit, donc nous, l'atelier, il dure en fait 1 journée et demie. Donc, on a une journée qui est vraiment sur comprendre les enjeux de l'éco-conception et identifier les leviers clés, donc sous forme de fresque. Et ensuite, on a une demi-journée qui est vraiment lancer un projet d'éco-conception. Donc, la marque se met en action sur des projets vraiment concrets et personnalisés à sa marque. On est sur un maximum de personnes à 10 à 15 personnes. On propose donc l'atelier vraiment en présentiel. Pour tout ce qui est question de tarifs et disponibilité, on préfère voir ça en individuel, en prenant contact avec nous. Et donc, l'idée vraiment de l'atelier, c'est de comprendre les impacts environnementaux qui sont liés à l'éco-conception produit et de connaître ces leviers d'éco-conception. Et enfin, de mobiliser forcément les équipes autour de ce projet-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé pour l'atelier, de prendre contact avec nous directement. Merci beaucoup, Laurine. Nous,
en tout cas, n'hésitez pas à contacter Green Bird Dress et également Fashion That Care pour les différents services qui sont proposés. Et là, je reviens effectivement sur la complexité qu'on peut identifier dans les différents critères de conception d'un produit. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il y a plus de récurrence, je dirais, là je pose la question à vous trois, hein, sur lesquels les gens vous posent plus de questions. Alors je sais que nous, dans notre domaine, comme on est beaucoup sur la partie chaîne de valeur, on va dire productive, on nous pousse beaucoup le recyclage ou la recyclabilité des produits. Maintenant, est-ce qu'il y a des leviers qui ont déjà été étudiés sur un plan de la monétarisation du plus et du moins que ça peut engendrer en termes de valeur du côté d'autres critères comme la location, la réparabilité, le fait qu'il y ait du polyester et du microplastique. Il y a vraiment plein de champs sur lesquels il y a des questions à se poser. Et puis, il y aura aussi deux questions sur lesquelles on peut effectivement répondre, où je sais que Sandra a déjà répondu, mais sur lesquelles on peut réagir dans le chat. Voilà, donc comment on fait pour... Enfin, quels sont les critères tendances qui sont les plus demandés, sur lesquels on a une petite facilité à identifier le coût environnemental et le monétiser? Bon, la question est très large, hein, donc c'est pas évident, mais c'est bien pour ça que ce webinaire est là, et c'est de se rendre compte que le champ est terriblement grand à labourer. Voilà. Alors nous, sur les accompagnements qu'on fait en termes d'éco-conception, ce qu'on voit, c'est que les entreprises ont quand même bien avancé sur le sujet des matières. Beaucoup travaillent sur le volet durabilité des produits. Ça, c'est assez classique dans les entreprises qu'on accompagne. Et nous, on a beaucoup de questions sur la recyclabilité dont vous parliez des produits et les nouveaux modèles économiques. Donc ça, c'est des choses qui intéressent beaucoup les entreprises, qu'elles commencent à creuser de ce qu'on voit sur des chantiers dédiés, avec la question quand même sous-jacente de la viabilité économique de ces nouveaux modèles d'affaires, qui, à mon sens, n'a pas encore été nécessairement partout été démontré. Je dis pas partout, mais il y a certaines entreprises qui ont montré que c'était très efficace. Donc voilà, c'est plutôt des chantiers qui sont en cours sur ces sujets-là, sur lesquels les entreprises s'interrogent. En tout cas, nous, on a beaucoup de questions là-dessus. Comment on fait mieux, l'upcycling aussi, enfin toutes ces nouvelles formes de création aussi interrogent beaucoup les entreprises et comment finalement on peut le mettre en place. Donc c'est des chantiers un peu longs parce que finalement ça amène à réfléchir à la façon dont on conçoit les collections, dont on travaille avec des nouvelles habitudes à prendre. Voilà, mais c'est des sujets, je pense, intéressants qui vont amener les entreprises à se transformer. Mais de toute façon, c'est le sujet du moment. Hein. Moi, j'ai été dans les achats pendant 10 ans et je vois bien que nos métiers ont complètement évolué aujourd'hui. C'est vrai pour des stylistes, enfin, quels que soient les métiers de la mode, c'est vraiment en pleine transformation aujourd'hui. Donc, de toute façon, on continue le chemin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurine et Léna, vous, de vos retours. Oui, moi, petit aparté, donc pas en termes de monétarisation, mais en termes de sujets abordés. C'est vrai que nous, côté Refashion, pour l'éco-conception, on pousse beaucoup la durabilité. C'est quelque chose qui nous paraît vraiment indispensable comme levier. C'est le fait de retarder au maximum la fin de vie du produit. Pardon, excusez-moi. Et donc, il y a évidemment plusieurs derrière solutions et avantages à prolonger la fin de vie d'un produit. Ça peut être une meilleure fidélisation du client, une meilleure image de la marque et derrière, justement, tous ces nouveaux modèles économiques, la location, la seconde main, le fait de transmettre aussi, par exemple, pour la mode enfant, les produits à d'autres enfants de la famille ou voilà, retransmettre dans le cercle proche. Donc, on pousse vraiment ce sujet, même si évidemment la recyclabilité, la réparabilité, tous ces sujets-là sont très importants chez nous aussi. Mais c'est vrai que si on veut avoir le moins d'impact possible, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser son produit le plus longtemps possible et donc de travailler sur cette durabilité.
Et Laurine, oui, parce qu'après, je vais quand même prendre les questions du chat, sinon on va être on n'est pas dans les temps. Mais bon, c'est pas grave. Allez-y. Allez, vas-y, Laurine. Du coup, je suis totalement d'accord et je rejoins du coup Elena. Donc nous, on est plutôt sur du coup vraiment les matières. Donc on pousse vraiment à la durabilité et à pousser sur la partie qualité pour toujours comment dire prouver en fait que le produit sera résistant dans le temps. Et donc c'est pour ça aussi qu'on cherche des alternatives à ce que ça soit toujours résistant avec le cahier des charges de la marque. Donc je rejoins plutôt ça. Après nous, pour les autres formes de business model, c'est vrai que c'est un peu moins notre cas vu qu'on est vraiment spécialisé matière. Alors, je ferai juste une conclusion sur ces histoires de nouveaux business models. C'est vrai que, en fait, je veux le dire parce que c'est important pour moi, tout le travail qu'on fait. Alors, la durabilité, je suis là raccord puisque je l'ai dit aussi, les matières, etc. Mais les vrais leviers pour transformer notre secteur d'activité et réduire drastiquement les impacts du secteur, ça passe quand même par produire moins de quantité. Donc, je sais que ça fait souvent débat au niveau des entreprises parce que tout le monde n'est pas prêt en se disant, bah oui, mais moi, je vais faire moins de chiffre d'affaires. La question, c'est, on parle de décroissance volumique, on parle pas forcément de décroissance en termes de valeur. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de se projeter dans demain, de se dire comment sera mon modèle d'affaires demain, comment j'assure la pérennité de mon entreprise, parce que en fait, souvent les gens tiquent sur cette question de décroissance, mais en fait, c'est quand même aujourd'hui déjà une réalité, la décroissance des volumes. Donc, c'est plutôt se dire demain, quelles vont être les contraintes qui vont peser sur mon entreprise. Il y en aura quand même pas mal. Quelle est la possibilité pour mon entreprise d'être résiliente dans un monde qui sera différent demain, et ça va nécessairement passer par d'autres modèles d'affaires. Je ferai moins de volume peut-être, mais je vais proposer autre chose, du service, de la réparation, enfin plein de choses différentes qu'on va vendre aux consommateurs, aux clients, et qui feront toute la valeur de l'entreprise, qui sera une valeur différente. Voilà, ça c'est important. Bon, j'aime bien le dire. Oui, voilà. Ça se confirme pour des produits de qualité durable, et c'est aussi en opposition et en réaction, peut-être en bonne réaction pour le coup, avec des marques qui sont de fast fashion et sur lesquelles il y a un modèle d'approche de comportement qui est vraiment très très différente. Là où on parle d'entretenir une obsolescence émotionnelle de certaines marques, il faut retrouver une forme d'identité et d'enracinement pour des vrais produits avec des valeurs sur lesquelles on peut vraiment défendre notre planète sur le plan beaucoup plus général. Alors après, je vais tout de suite embrayer sur les questions parce que Virgile avait posé la première question qui était de savoir sur quel référentiel se baser pour donner un coût aux impacts sociaux et environnementaux en tenant compte de l'aspect multicritère. Est-ce qu'il y a un consensus à ce jour? Et je crois qu'il y a une réponse qui a été proposée et qui me paraît bien. En fait, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y a vraiment de la part des différentes méthodologies la volonté d'harmoniser les choses. Donc, personnellement, je pense que c'est des choses vers lesquelles on va aller demain. La CSRD, tout ça nous y amène. Et de toute façon, quand on discute avec les parties prenantes, que sont des financiers, des banques, des actionnaires, etc., dès qu'on leur parle en valeur monétaire, tout de suite, ça débloque quand même beaucoup les choses et on comprend mieux les choses. Donc, c'est sûr qu'on va y aller. Je pense qu'on aura cette harmonisation à terme. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Il y a la base de Kering qui est en open source, qui a été travaillée avec PwC. Je sais, pour avoir discuté avec certaines entreprises, que certaines prennent cette base et la retravaillent avec leurs propres facteurs qu'elles vont adapter, faire évoluer. True Price, dont je parlais tout à l'heure aussi, met à disposition sa base aussi. Donc voilà, je vous invite à regarder. Regardez aussi le site de la chaire Audencia qui partage largement aussi toutes leurs réflexions, leurs avancées, toutes les études de cas sur le sujet. Je pense que c'est très intéressant. Et voilà, je pense que c'est des choses peut-être pour les entreprises qui sont un peu avancées, qui ont envie d'avancer sur ces sujets-là. Je pense que c'est intéressant à expérimenter sur quelques cas et de regarder un peu là où ça peut vous amener. C'est vraiment intéressant. Et après, pour les questions suivantes sur les liens avec éventuellement les écomodulations, donc Elena, je vous laisserai peut-être rebondir. Et puis également avec l'ESG, les labels, etc.
On peut imaginer effectivement des liens demain, c'est-à-dire que pourquoi pas les écomodulations aussi liées à cette monétarisation des impacts, en se disant il y a au-delà d'un certain seuil, voilà, les écomodulations varient, mais ça, bon, il faudrait à minima qu'il y ait une harmonisation sur les bases de données, c'est-à-dire que tout le monde calcule les choses de la même manière. Parce que sinon, ça sera pas équitable et puis on comparera des choses qui ne seront pas comparables. Et pareil pour l'ESG, moi je pense que c'est des choses qui vont rentrer aussi dans les discussions. ESG Encore une fois, parce que là j'ai un trou de mémoire, ESG pour tout comme ce qui est label. ESG, en fait, c'est les critères environnementaux et sociaux et de gouvernance. En fait, c'est plutôt gouvernance, oui. d'accord, oui. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, enfin moi j'y crois, je pense que c'est des choses qu'on va intégrer de plus en plus parce que ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, mais on n'y est pas encore en tout cas. C'est en réflexion, ça se construit, mais je crois vraiment que demain on sera sur ce genre d'approche au niveau des entreprises. Et donc, effectivement, il y avait la question de Marc, merci Marc Hackett, qui demande s'il y a une possibilité de lien possible entre les externalités environnementales et les écomodulations. C'est des sujets assez récurrents d'ailleurs chez Refashion. Oui, je vais essayer de répondre à peu près. Donc, en fait, le principe, nous, des écomodulations, c'est que c'est défini par notre cahier des charges qui est rédigé par les pouvoirs publics. Donc, on n'a pas forcément la main. Nous, Refashion, on peut faire des propositions, mais c'est vraiment les pouvoirs publics derrière, voilà, qui définissent les critères des écomodulations. Et pour qu'une écomodulation soit validée, il faut surtout qu'on puisse apporter des preuves et des preuves qui sont justement harmonisées avec l'ensemble de la filière. Typiquement, pour le critère de durabilité, il faut apporter des preuves de tests qualité qui sont ISO, qui sont normés, des tests qui sont homogènes pour toute la filière. Si demain on a un nouveau critère d'écomodulation, voilà, faut être sûr qu'on puisse apporter des preuves tangibles pour les labels environnementaux. Voilà, il y a les justificatifs également. Donc c'est tout ça qui complexifie la mise en place de nouvelles écomodulations. Donc peut-être à l'avenir, on n'a pas encore forcément de visibilité sur tous les changements qui pourraient avoir lieu, mais en tout cas, il faut bien prendre en compte ces deux éléments, à savoir c'est les pouvoirs publics qui décident au final, et surtout, il faut des éléments de justification. Oui, puis c'est surtout qu'en plus, on a quel est le périmètre sur lequel on travaille en termes d'impact environnemental. On a quand même énormément de points et justement, les fresques sont là pour, je pense à Laurine par rapport à Green et Bird West, pour dire si je prends tel produit plutôt que tel autre, voici les impacts de ce produit par rapport à un autre. Hein. On va pas dire ce produit-là il est meilleur que l'autre. Simplement dans son usage, il sera moins impactant et donc c'est vrai que c'est pas du tout évident, mais on a toujours des externalités négatives dans chaque produit, là où on va dire finalement la meilleure consommation d'un produit c'est celui qui n'est pas consommé au départ, et donc d'avoir une consommation qui soit raisonnée. Mais bon, là on travaille pour la mode, mais là aussi on peut aussi penser plus généralement, parce qu'ici c'est dans la thématique de la mode, mais cette réflexion on peut l'avoir pour d'autres types de produits. Hein. On est aussi sur des produits, par exemple, de vêtements professionnels, vêtements corporels, sur lesquels on peut avoir ce raisonnement-là. Je pense que c'est complètement adaptable à ce type de marché également. Donc, je regarde s'il y avait d'autres questions. Juste TVA. Le pôle éco-conception a développé une fresque de l'éco-conception qui peut être déclinée dans le secteur. Je pense que les deux, je pense que Laurine, vous aviez, Green Van Dress avait des contacts avec des échos par rapport au pôle éco-conception qui propose effectivement une fresque du climat qui est adaptée, une fresque des produits qui est adaptée, qui a été adaptée pour Green Bird Dress. Donc, on ne travaille pas forcément avec eux. C'est vrai qu'ils ont créé une fresque de l'éco-conception. Après, nous, on est vraiment spécialisé textile. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas eu écho qu'ils étaient spécialisés dans le textile. Mais bon, peut-être ils ont des experts. En tout cas, nous, on l'a créé il y a, du coup, ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Donc, je sais pas. Donc, après, à se renseigner, à voir ce qu'ils proposent. Si c'est vraiment ça. Très bien. Écoutez, alors, est-ce que vous avez d'autres questions
Bon, moi, je vais rappeler qu'effectivement, il existe des dispositifs de l'ADEME qui peuvent vous soutenir pour développer des études d'éco-conception. Il y a le Polora Materials qui peut accompagner également par rapport à une première approche, et après vous êtes dans la possibilité également de faire appel au service de Fashion That Care ou de Green Bird Dress. Et puis bon, Refashion a des outils très très fournis dans le cadre de l'éco-conception. Et il n'y a pas que d'ailleurs la plateforme éco-conception, il y a d'autres plateformes très intéressantes sur le site de Refashion. Et puis, petite actualité, à la rentrée de septembre, il y a un salon de la mode circulaire en Hollande, d'où je le cite parce que nous, Ramaterials, nous y sommes exposants, donc qui s'appelle Circular Textile Days. Je pense que c'est un endroit intéressant parce que justement, je viens de recevoir en tant qu'exposant l'idée qu'il faut avoir une réflexion justement sur les freins à un développement d'une mode plus circulaire. Et donc, pour avoir fait une petite étude de veille liée à ce webinaire, on peut citer plus de 150, enfin entre 150 et 200 freins. Alors, ils sont plus ou moins légers. Je peux pas tous les citer, mais il y en a qui sont de l'ordre du modèle économique, d'autres qui sont de l'ordre de la disponibilité industrielle, troisième de l'ordre du comportement. Enfin bref, il y a énormément de critères sur lesquels on doit travailler, et puis on peut constater que le textile n'est pas un long fleuve tranquille, puisqu'il y a beaucoup de difficultés. On est très, très, très heureux d'avoir des gens qui sont effectivement à disposition pour vous accompagner dans des solutions les moins impactantes possibles sur l'environnement pour vos vêtements de demain. Voilà. Si vous voulez conclure également, dire un petit mot de fin, je vous invite à le faire, Sandra, Laurine et Elena. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait le tour de ce que je veux dire. Très bien. Merci à vous, Rematerials, et à toutes les personnes qui nous ont écoutés et pris du temps pour nous. Donc, merci beaucoup. Pour être original, merci, merci à toutes et tous pour votre présence, et merci Jeanne et toute l'équipe de Rematerials pour ce type d'événement qui est toujours très enrichissant. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. On est à votre disposition. On vous relaie les informations qui seront communicables très rapidement, et sachez que c'était enregistré, donc vous pouvez partager ce webinaire. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.